bonsoir tout le monde, chaîne pour la chaîne information on TV News. On est là pour nous porter une autre information pour nous. Comme nous connaissons déjà l'information, nous même pas camper, mais ça qui si nous pouvons recevoir une bonne information qui fait qu'elle nous content et qui est à la faveur pays d'Haïti, qui est à la faveur peuple haïtien. Côté changement, les mêmes, nous pouvons là, nous pouvons parler des changements et nous espérons un jour, nous recevoir une bonne nouvelle côté, nous parler des changements côté Haïti vraiment les sous route développement. Mais information, nous ne connaissons pas camper, et bien, toutes conditions réunies pour recevoir séance mise en accusation président de la République, Jovenel Moïse, dans la Chambre des députés, à côté, ça menace la couleur, mais ça qui ici, président de la République, lui-même, n'est pas inquiété parce qu'il croit dans le député qui a supporté. Eh bien, la police, n'a un gros coup de filet qui lui mène, eh bien, il est arrivé à mettre 4 jeunes garçons en bas code. Eh bien, on a venu avec détails pour nous connaître pour qui ça, pour qui raison, mais c'est ça, yo en bas code. Est-ce que bien, sénateur qui t'a impliqué là-dedans, nous allons venir avec information pour nous dans un petit badge. Eh bien, moi, invitez nous pour nous suivre avec toute information qui a dominé le pays d'Haïti, surtout dans le domaine mise en accusation président de la République, avec le domaine insécurité, dossier Anel Joseph. Restez branchés dans le Monsieur, bienvenue à Metro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Toutes les dispositions sont prises au niveau de la Chambre basse afin de faciliter le bon déroulement de la séance de mise en accusation du président de la République qui aura lieu ce mercredi 7 août. Arrestation ce mardi de 4 personnes au niveau d'une banque commerciale de Pétionville. Elles sont soupçonnées d'implication dans des crimes financiers et de blanchiment d'argent. 9 présumés bandits du gang d'Arnel Joseph ont été arrêtés, dont le numéro 2 du gang dénommé Noël Gélin. Le député Jean-Marie Florestal, réputé proche du pouvoir en place, attend d'être convaincu par ses collègues de l'opposition qui accusent le président de la République de crimes de haute trahison. De l'avis de l'élu de Port-de-Paix, les députés opposants à Jovenel Moïse se sont fourvoyés dans leur processus de mise en accusation pour avoir sollicité la présence d'anciens commis de l'État, entre autres, à la séance spéciale de ce mercredi 7 août. Par ailleurs, Jean-Marie Florestal a rappelé à ses pairs que la Chambre des députés ne peut nullement se convertir en instance de jugement. Le député Alfredo Antoine dénonce pour sa part une campagne d'intimidation visant les élus proches du pouvoir. Cette campagne qui précède la séance de mise en accusation du président de la République recèle des menaces à peine voilées et tente d'influencer le vote de la majorité à la Chambre basse, dénonce l'élu de Cascoff. Dans l'intervalle, Alfredo Antoine regrette l'absence d'une loi d'application concernant la Haute Cour de justice évoquée par la Constitution en son article 185, ce qui, selon le parlementaire, laisse planer un flou dans la procédure à adopter. Dans la foulée, un homme de loi a rappelé que la Chambre des députés, dans le cadre de ses travaux régis par la loi, ne peut aucunement auditionner un particulier, un ancien commis de l'État par exemple, qui n'a pas d'entrée au Parlement. Toutefois, maître Patrick Laurent a précisé qu'au cas où certains députés souhaiteraient entendre un ex-dignitaire de l'État, question de renforcer leurs convictions et mettre en accusation le président de la République, une commission spéciale peut être créée à cet effet. C'est une véritable audience que les députés interpellateurs réclament à l'occasion de la séance plénière consacrée à l'analyse de la demande de mise en accusation du chef de l'État. Les députés de l'opposition qui ont formulé la demande pressent le président du bureau de convoquer plusieurs officiels et hauts fonctionnaires ainsi que des citoyens, anciens officiels ou fonctionnaires. Ils devront témoigner lors de
la séance spéciale du mercredi 7 août. Le député Abel Descollines explique que l'idée n'est pas de réaliser l'instruction du dossier, mais plutôt de permettre l'audition de ces personnes à titre informatif. Le député Joseph Manès-Louis soutient qu'aucun texte de loi n'interdit à la Chambre des députés d'inviter ces personnalités lors d'une séance spéciale. Le député Jean-Marcel Lubéran fait remarquer qu'il n'y a aucune forme sacramentelle pour la tenue de cette séance. Les députés de l'opposition réclament la présence, entre autres, de l'ex-premier ministre Jean-Henri Séan, de plusieurs ministres démissionnaires, dont ceux de la Justice Jean-Roudi Ali et des Affaires étrangères Edmond Bockschit et de l'Intérieur Jean-Marie Reynaldo Brunet, du chef de la police Michel Gédéon, du président du CEP Léopold Berlanger, du président de la Cour de cassation René Sylvestre et du chef du parquet de Port-au-Prince Paul Héronce-Villard. En réaction, un des députés de la majorité, Jean-Marie Florestal, s'est insurgé contre la démarche de ses collègues de l'opposition. Il a souligné que seuls les ministres légitimes ont leur entrée au Parlement. Il exhorte les députés accusateurs à apporter des argumentaires pour convaincre de la justesse de leur démarche. Plus de 80 députés doivent voter en faveur de la demande de mise en accusation pour qu'elle soit approuvée. Demain, mercredi 7 août, aura lieu à la Chambre des députés une séance, disons, particulière, dont le but est de lancer la procédure de mise en accusation du président de la République. Pour nous aider à démêler les différentes étapes de ce long processus, nous avons avec nous ce soir Maître Jacquenet Auxilus, avocat au barreau de Port-au-Prince et accessoirement candidat au poste de bâtonnier. Bonsoir Maître Auxilus. Bonsoir Serge, bonsoir aux téléspectateurs, aux téléspectatrices de Radio Télémétropole, et plus particulièrement aux fans de Métro News, présentés par ce icône de la presse et de la télé, Monsieur Serge, encore bonsoir. Mon Dieu, vous allez me faire rougir. En tout cas, bienvenue à Métro News et merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, Maître Auxilus, on va essayer d'aller droit au but et de clarifier pour nos téléspectateurs. Ne t'en fais pas, je ne parlerai pas de ma candidature au poste de bâtonnier. Allons, Serge. D'accord. Donc, allons-y étape par étape. Donc, demain, c'est une séance, disons, particulière et non pas extraordinaire, qui va lancer la procédure de mise en accusation. Donc, demain, les députés se réunissent, présentent le dossier et il y a un vote qui, si j'ai bien compris, doit rassembler les 2/3 des députés pour pouvoir être valable. Et voilà. Alors, commençons par dire, Serge, que c'est pour une génération, en tout cas, c'est un peu de l'inédit. La procédure de mise en accusation de chef d'État pour une génération. Et je l'ai dit fois dernière sur un autre média, si un aîné a plus d'informations à partir de ses archives, il peut toujours nous éclairer les lanternes sur une éventuelle mise en accusation antérieure de chef d'État. Bref. D'accord. Sous le régime de la Constitution de 1987, Serge, c'est bien expliqué, c'est bien écrit. On ne va pas là avoir le temps de référer aux articles, mais dans les chapitres relatifs au Parlement, je peux profiter pour dire l'article 92, l'article 93 par exemple, eh bien le Parlement, Chambre des députés et ou Sénat, en plus des attributions de contrôle sur l'exécutif, du pouvoir de légiférer, le Parlement est aussi investi d'attributions juridictionnelles. Et c'est exactement dans ces attributions juridictionnelles que nous sommes là actuellement. La Chambre des députés, en tant que branche du pouvoir législatif chargée de contrôler l'exécutif et de faire des lois, eh bien la Chambre des députés peut se transformer en chambre de mise en accusation contre le président de la République, contre
des dignitaires nommément cités par la Constitution pour des crimes bien énumérés dans la Constitution également, qu'ils auraient commis dans l'exercice de leurs fonctions. Et c'est là que, à ce moment-là, la Chambre devient haute cour de justice, c'est bien ça? La Chambre ne devient pas une haute cour de justice, tu as fait une anticipation qui est comprise. Une déclaration de mise en accusation est faite, et cette déclaration de mise en accusation, appuyée par quelques 5 députés au moins, va être portée devant l'Assemblée des députés. Puisque dans notre régime représentatif, Serge, le député, le sénateur non plus n'exerce pas la souveraineté à lui seul, il l'exerce en assemblée. Donc c'est l'assemblée qui est souveraine, c'est l'assemblée qui va se prononcer sur la mise en accusation, c'est-à-dire son acceptation ou son rejet. Voilà. Et c'est là qu'il faut 2/3 des députés. Et c'est là maintenant que la Chambre des députés va se réunir pour se prononcer sur la demande de mise en accusation produite par les députés dont toi tu connais les noms. D'accord. Bon, donc, passons cette première étape. Imaginons que demain, en effet, 2/3 des députés votent en faveur de cette mise en accusation. C'est à ce moment-là que se constitue la Haute Cour de justice qui, si j'ai bien compris, aura à sa tête le président de l'Assemblée nationale, donc président du Sénat, et assisté de 2 juges de la Cour de cassation. C'est bien ça? Bien évidemment. Et là, tu es aux articles 183, 184 et suivants de la Constitution de 1987. D'accord. Donc, à partir de ce moment-là, la procédure de mise en accusation commence et le président... Alors, la procédure de mise en accusation a commencé avec la déclaration qu'il y a lieu de mettre en accusation le chef de l'État. Donc, ça a commencé. Et l'étape suivante, comme tu l'as bien annoncé, ça va être pour demain, où l'Assemblée sera appelée à se prononcer, puisque c'est elle qui est souveraine. Maintenant, ça va être comme une 3e étape. Si, comme tu as dit, la mise en accusation est adoptée, eh bien, est votée par la Chambre des députés, l'étape suivante sera que le Sénat s'érige en haute cour de justice pour juger cette fois-ci. Mais pour juger, bien évidemment, avec un préalable, la constitution d'une commission d'instruction au sein du Sénat, devenu alors haute cour de justice. Exactement. Donc il y a la constitution d'une commission pour juger de la validité de l'accusation, c'est bien ça? Oui, pour ensuite... Donc c'est dire que il faut me donne-moi une petite occasion aussi de dire à votre large auditoire, à vos téléspectateurs, vos téléspectatrices, que justement c'est un peu inédit. Les textes ne sont pas au rendez-vous. On parle, il y a certaines mentions qui sont faites de textes, par exemple, de 1950, de 1952 et même de 1970, sur la haute cour de justice. Cependant, moi, personnellement, je n'ai pas pu retrouver ces textes et parlant à des personnes bien placées, elles m'ont dit également n'avoir pas pu retrouver ces textes ou tracer leurs traces au moniteur. C'est dire que François Terré, par exemple, qui vous dit que la haute cour de justice, eh bien, c'est une juridiction ad hoc. Justement, c'est une juridiction ad hoc, en ce sens qu'elle est formée aux besoins, mais c'est une juridiction non permanente. Elle est formée pour des dignitaires dont nous avons tantôt mentionné les noms. Et cette juridiction aussi, elle est de l'ordre constitutionnel. Je cite François Terré, introduction générale au droit. Et elle est de nature politique. Ça veut dire que c'est les assemblées politiques, vous voyez, Sénat et Chambre des députés, qui enclenchent cette procédure et qui vont devoir voter finalement, arriver au but. D'accord. Alors,
accélérons un petit peu, Maître Auxilus. Donc, les députés ont voté, la mise en accusation a été admise, on passe à l'étape suivante qui est celle de la constitution de la Haute Cour de justice de 3 membres, le président du Sénat, 2 juges de la Cour de cassation. Ceci crée une commission de vérification et ensuite, qu'est-ce qui se passe? À ce moment-là, le jugement proprement dit commence, le président est convoqué devant la Haute Cour de justice et il doit se défendre? Eh bien, justement, là, je vais vous dire, et pour tous ceux qui nous écoutent et nous regardent, regardez Serge, c'est pas trop courant dans notre droit. Oui, l'Assemblée est une assemblée politique, l'Assemblée parlementaire. J'ai dit ce matin sur notre média que on va devoir essayer de conjuguer la procédure elle-même tracée par la Constitution qui n'est pas trop détaillée avec la procédure parlementaire tout court et la procédure par devant les cours et les tribunaux en Haïti. Qu'est-ce qui est arrivé? Il s'agit d'une mise en accusation du président de la République. Eh bien, il doit disposer de temps et de moyens pour se défendre, puisque cette fois-ci, c'est l'Assemblée parlementaire, mais qui est investie de pouvoir juridictionnel et qui va exercer ce pouvoir juridictionnel. À ce niveau-là, il y a le principe de l'égalité des armes, il y a même le principe selon lequel, non seulement il doit disposer de temps, il doit disposer de moyens matériels, humains pour se défendre, mais il y a également le fait que les documents, les dossiers doivent lui être communiqués. Donc c'est justement la logique du procès équitable, puisque on y est, il faut en parler, c'est l'Assemblée parlementaire investie de pouvoir juridictionnel et qui va exercer ses pouvoirs juridictionnels. Ok, alors maintenant poussons un peu plus loin, toutes ces étapes ont été franchies, le président a reçu toutes les pièces, il a eu le temps de constituer sa défense, le procès lui-même commence. Est-ce que d'abord on peut parler de procès? Je vais vous dire, vous allez voir, arriver maintenant au Sénat, devenu Haute Cour de justice. La question que nous devons nous poser, le chef de l'État serait, si jamais à la Chambre des députés, eh bien, la mise en accusation est votée. Oui. C'est dans cette éventualité. Oui. Il serait en face de qui? Vous allez voir que dans l'Assemblée même des sénateurs, il y a les juges maintenant qui vont présider l'audience, mais il y a des sénateurs assurément qui vont être pour, il y en a qui vont être contre. C'est-à-dire qu'au niveau des juges eux-mêmes, vous voyez, au niveau des juges eux-mêmes qui sont appelés à juger cette mise en accusation, eh bien, c'est sûr qu'au départ, on ne peut pas s'attendre à ce qu'ils fassent cause commune. C'est une occasion pour se demander, est-ce que la Chambre des députés qui aura mis en accusation, est-ce que cette Chambre n'aura pas son entrée à la Haute Cour de justice pour soutenir cette accusation? Ça, c'est une éventualité. Le fait est que celui qui aura été mis en accusation doit disposer de temps, de moyens et du principe de l'égalité des armes pour assurer sa défense par devant cela qu'il accuse, par devant l'acte qu'il accuse, qui sera l'acte d'accusation. Bon, oui, finalement, Maître Auxilus, cette procédure est assez comparable à ce que les Américains appellent le impeachment, qui se passe aussi devant le Sénat, et où d'ailleurs, là, il était question de lancer cette procédure contre le président Trump, avec également fort peu de chances, vu qu'il a la majorité, et que donc il y a fort peu de chances que cette Chambre vote pour son impeachment. Je crois que nous sommes un peu dans le même cas de figure. Presque dans le même cas de figure, à la seule différence que, par exemple, dans les modèles susceptibles d'être imités, le cas de la France par exemple, depuis le 19e siècle, avec la Constitution de 1848, la France non seulement a prévu cette disposition, mais a aménagé aussi des lois subséquentes. Ce qui nous arrive, nous autres, c'est que nous n'avons pas eu de loi subséquente par rapport à la procédure constitutionnelle sur la Haute Cour de justice, sur la manière de faire cette mise en accusation. Raison pour laquelle je viens de vous dire, et je maintiens, que l'institution parlementaire
tout en restant essentiellement Parlement, c'est-à-dire pouvoir de contrôle sur l'exécutif, va exercer, n'est-ce pas, ce pouvoir subsidiaire qu'est le pouvoir juridictionnel, mais dans les limites, n'est-ce pas, de ce que nous connaissons des attributions du pouvoir législatif. C'est-à-dire, tout en étant tribunal, mais l'Assemblée ne peut pas se défaire, n'est-ce pas, de l'application de ces règles qu'elle s'est elle-même fixées. C'est-à-dire, d'une part, c'est encore un pouvoir de contrôle. On contrôle le chef de l'État, cette fois-ci sur d'éventuelles infractions à lui reprocher. Maintenant, je dirais quelque chose aussi sur l'état de droit. N'est-ce pas que nous avons créé des institutions? N'est-ce pas que nous avons adopté des lois régissant ces institutions? N'est-ce pas non plus que nous n'avons pas adopté des lois? Eh bien maintenant, c'est le moment de donner l'image de l'applicabilité de ces lois, de l'applicabilité du fonctionnement, je dirais mieux, de la fonctionnalité de ces institutions. Demain, le pays va assister à quelque chose d'inédit. Oui, Maître Auxilus, si je vous suis bien dans vos explications, pour l'instant, il y a sinon une sorte de vide juridique, mais une forme de flou juridique quant au fonctionnement de cette haute cour de justice. Sur la procédure, parce que les lois, je dis contrairement au modèle français par exemple, où il y a des lois qui ont été adoptées depuis le 19e siècle, révisées avec la constitution de la 3e, de la 4e et jusqu'à la 5e République. Mais nous autres, jusqu'à présent, à part des lois éparses mentionnées dans certains documents, mais que nous n'avons pas pu retrouver et que d'autres n'ont pas pu retrouver non plus, nous n'avons que les dispositions constitutionnelles généralement qui sont condensées et qui ne sauraient venir avec les détails. Espérons que ce sera l'occasion de combler ces quelques lacunes et qu'à l'avenir, on ait tout un accessoire juridique qui soit conforme à la réalité des faits. Bon, écoutez, Maître Auxilus, malheureusement, le temps nous fait un peu défaut. Merci de ces explications. Je crois qu'on a bien compris que la procédure de mise en accusation du président est une procédure qui sera longue. C'est pas demain matin que le président va être condamné, s'il doit être condamné. Et en tout cas, la séance de demain sera tout à fait essentielle, puisque il y a deux cas de figure, ou bien il n'y a pas 2/3 des députés qui votent en sa faveur et auquel cas le dossier tombe, ou bien il y a 2/3 qui votent pour la mise en accusation, et c'est là que tout le processus que vous avez parfaitement bien sa décision s'imposera. Voilà, exactement. Bien écoutez, Maître Jacquenet Auxilus, merci infiniment de nous avoir accordé un peu de votre temps. C'est à moi de vous remercier. Je vous dis une seule chose, c'est que on a ce vide. Ce vide, c'est du fait que des lois subséquentes n'ont pas été adoptées par rapport aux dispositions constitutionnelles. Voilà, ce que je peux vous dire et dire à la nation, c'est qu'en tant que candidat au poste de bâtonnier, le bâtonnat que nous préparons dans l'aspect du programme service à la communauté et service à l'état de droit, nous aurons en temps et lieu à faire les suggestions nécessaires au pouvoir public sur certains vides là où la loi devait prévoir. Magnifique. Eh bien, merci de cette précision et bonne fin de soirée, Maître Auxilus. Merci de nous avoir accordé un peu de votre temps. C'est à moi de vous remercier. Je vous salue encore, Serge. Je salue la Bazoche, avocat de mon barreau et pourquoi pas magistrat assis et debout, même si à par ailleurs ils sont tous assis quelque part. Merci Maître Auxilus. Voilà, c'était Maître Jacquenet Auxilus, avocat au barreau de Port-au-Prince et, comme je le disais, accessoirement candidat au poste de bâtonnier du barreau de Port-au-Prince, bien sûr, qui nous aidait un petit peu à démêler ce qu'est le processus de mise en accusation d'un président de la République. Et ce serait, si ça se vérifie demain, ça serait une première dans l'histoire d'Haïti.
Une nouvelle opération baptisée anti-banditisme a été lancée par la direction départementale de l'Ouest dans la capitale et notamment à Martissant, selon le porte-parole adjoint de la police nationale, Gary Desrosiers. Dans le cadre des opérations menées par les agents de la PNH, l'inspecteur Desrosiers a présenté le bilan partiel des diverses activités de la PNH au cours du mois de juillet. Gary Desrosiers en a profité pour rassurer la population pour la période estivale. Rudolf Pierre-Louis était sur place, suivez son compte-rendu. Dans le souci d'instaurer un climat de sécurité dans les zones réputées dangereuses de la capitale, la direction départementale de l'Ouest a lancé une nouvelle opération baptisée anti-banditisme. L'annonce a été faite par le porte-parole adjoint de la PNH, Gary Desrosiers. L'opération Sahara, je me dis tout à l'heure, il était sous Port-au-Prince, mais notamment zone Martissant, zone théâtre. Généralement, zone Sahara, pour le moment, il a créé un pile panique et des bandits justement, et qui créent des victimes au niveau population. Nous avons dit qu'il y a plusieurs unités de la police nationale qui sont impliquées dans l'opération Sahara, soit Boy, Udmo, BIM, commissaire de Port-au-Prince et sous-commissariat. En attendant que cette opération porte fruit, d'autres ont été menées ces derniers jours. 42 arrestations ont eu lieu, dont celle de Tommy Derilus, un présumé chef de gang, rapporte l'inspecteur Desrosiers. Tommy Derilus, qui gagnait, on appelé Kim Toto, chef de gang, bois d'homme, il était accompagné de Jean-Baptiste Gino, qui continue les petits blancs, qui c'est lieutenant. Il était en possession d'un pistolet de calibre 9 mm. Opération s'est menée hier, 5 août 2019, là, au niveau Martissant. La police nationale ne chôme pas, rassure Gary Desrosiers. L'institution policière fera tout ce qui est en son pouvoir pour reprendre le contrôle de la situation, a garanti le porte-parole adjoint, qui en a profité pour présenter le bilan partiel des différentes interventions de la PNH au cours du mois de juillet. Il y a 885 plaintes qui sont traitées. Il y a 498 interpellations qui sont faites. Chef d'accusation, c'est vol à main armée, braquage, vol moto, vol véhicule, détention illégale d'armes, homicide, assassinat. Au niveau accident de circulation, il y a 52 personnes qui sont blessées, malheureusement, 17 personnes tuées lors de l'accident de circulation. Nous saisissons 25 armes pour période ça. En total, nous saisissons pour période ça, pour mois de juillet, dans le bilan partiel ça que nous en total, nous saisissons justement pour période ça, pour mois de juillet. En total, pour période ça, pour mois de juillet. Le maire de Pétionville a organisé ce mardi une visite guidée à l'intention d'un groupe de journalistes. Il était question de permettre aux travailleurs de la presse de s'enquérir de l'état d'avancement d'un certain nombre de travaux. Suivez ce reportage de Jérémy Tillon. Le magistrat de Pétionville nous a invités pour faire une visite de terrain concernant les différents chantiers qu'il a mis en marche depuis le début de sa mandature. Et pour plus de précision, justement, je vous propose d'aller rencontrer le maire de Pétionville pour avoir un peu plus d'informations. Aujourd'hui, nous avons un espace marché cocoyer et nous devons prouver que nous passons de la parole aux actes. Depuis le début de son mandat, le maire a essayé différents stratagèmes pour déloger les marchands et commerçants ambulants qui obstruent les trottoirs. C'est une bataille gagnée. Et 1er mai 2017 jusqu'à octobre 2017, pendant 6 mois, nous avons gagné une bataille. Et malgré les difficultés, ça a gagné, tu as toujours un problème de place que machin nous a plein. Aujourd'hui, on a mis des places pour eux. Nous espérons seulement que mes politiques qui étaient cachées, qui étaient fait que Pétionville pas capable de gagner la rue en blanche là, genre que nous-mêmes nous avons toujours souhaité là, que mes politiques ça va permettre que ville là lui reprenne escamp figil pour que ville là capable de marcher. Certaines zones ont effectivement été délaissées par ceux qui les occupent de manière anarchique, après les fréquents passages d'agents de sécurité de la mairie. Mais trop souvent les commerçants reprennent leur place initiale. Partant de ce constat, le maire a décidé de construire sur le site de l'ancien marché un nouveau bâtiment capable de répondre
aux demandes croissantes de places mises à disposition des vendeurs. Son projet qui te prend nous à peu près 2 ans pour que nous finaliser le dossier ensemble. Son ouvrage qui a coûté nous 29 853 854 gouttes, à peu près 30 millions de gouttes. Depuis pour quitter 15 millions, il faut qu'on fasse appel d'offres. Le processus est long. Son ouvrage métallique qui est poilier parce que nous avons dit qu'après 12 janvier, pas de raison pour qu'on ait construit des gros bétons mais sous tête monde. Donc nous avons une structure métallique et que vous commandez déjà, qui a préparé base là. D'ici 5-6 mois encore, il y a des possibilités pour que nous ayons marché ça qui pourra permettre que nous abriter entre 3000 et 5000 personnes. Nous pourrons commencer à faire recensement, machin dans la rue. Et lundi machin réellement, selon le commerce, pour que nous gardions, les gens nous capables d'agencer nous pour que nous capables de récupérer ensemble de monde qui dans la rue, qui pas bon, pour des fois c'est chercher la vie, détruire la vie, des petits accidents, autant de machines qui mourent. La commune de Pétionville continue peu à peu à se métamorphoser. La construction du marché de Cocoyer sera-t-il bien accueillie par les marchands eux-mêmes? Les infrastructures seront-elles opérationnelles avant la fin du mandat du maire? De nombreuses questions qui, on l'espère, trouveront une réponse durant l'année en cours. Un nouveau marché qui s'apprête à accueillir de 3 à 5 000 marchands et qui sera prêt d'ici 5 à 6 mois. Bien entendu, c'était pas une visite anodine étant donné que le magistrat arrive en fin de mandat. Il nous a confirmé que les projets et les chantiers seront continués. En tout cas, nous, on va suivre ça de très près. C'était Jérémy Tillon pour Télémétropole.